bonjour. On va commencer. Donc, je vous rappelle que la semaine dernière, je vous ai parlé de diffusion. J'ai parlé pas mal de temps de premier passage et je vous ai montré un modèle de recherche intermittente. Il me reste encore une chose à dire sur la diffusion, donc je vais commencer par ça. Et puis après, je vais parler de transport passif et de moteur moléculaire. Donc, c'est ça le sujet du cours aujourd'hui. Alors, ce que je n'ai pas fait la semaine dernière, c'est que j'ai supposé que je connaissais le coefficient de diffusion et que c'était le coefficient. Alors, ce qui m'intéresse, c'est la diffusion dans le cytosol, dans l'espace intérieur des cellules. Et j'ai supposé que ce coefficient de diffusion, c'était le coefficient de diffusion dans un fluide avec une viscosité qu'on connaît et qui est 10 fois celle de l'eau, je vous avais dit. C'est un petit peu plus subtil que ça. C'est un peu plus subtil que ça parce que la cellule, c'est un milieu extrêmement dense. Il y a beaucoup de choses en suspension dans la cellule. Il y a des polymères, il y a des membranes, il y a des protéines, il y a des objets comme les mitochondries. Et donc tous les objets qui diffusent doivent interagir avec tout ce qui, qui traîne, tout ce qui est au milieu de la cellule. Donc c'est ça que je voudrais essayer de discuter brièvement. Donc j'ai appelé ça diffusion dans un milieu cellulaire encombré. Alors, je vais essayer de procéder un peu par analogie. Un problème beaucoup plus simple que la diffusion dans la cellule, ça serait la diffusion dans un milieu colloïdal dense, donc une suspension de particules colloïdales denses. Même pour ce problème-là, il n'y a rien de vraiment simple. Il y a des expériences qui existent, mais les idées théoriques, racontables au niveau de ce cours, il n'y en a pas énormément. Donc je vais essayer de vous dire ce qu'on peut faire là-dessus, puis après je vous montrerai des expériences dans la cellule et une façon de les interpréter. Donc si on prend une solution colloïdale avec une fraction volumique phi, et je regarde des particules, donc ma solution elle est faite de particules d'un rayon que je vais appeler A. Si la fraction volumique est très petite, le coefficient de diffusion, c'est le coefficient de diffusion dans l'eau, puisque le solvant pour moi ça va être l'eau. Donc je vais écrire que le coefficient de diffusion D, c'est D0, ou D0 c'est kT sur 6π fois la viscosité fois le rayon. Et puis l'idée qu'on a, c'est de développer ça en puissance de la concentration. Alors, quelque chose qui est important dans une solution qui est dense, c'est qu'il y a deux coefficients de diffusion. Il y a un coefficient de diffusion collectif et il y a un coefficient d'autodiffusion. Donc ce qui m'intéresse, c'est de marquer une particule et de suivre cette particule. Alors, vous allez me dire, il y a un. Alors c'est à peu près évident que le deuxième terme doit être négatif, parce que si je rajoute des tas d'objets, le coefficient de la diffusion va ralentir. Donc il y a un facteur moins ici. Après, il y a quelque chose qui est linéaire en phi. Et puis, il y a un coefficient, que je ne connais pas par cœur, qui est 1,83. Alors, ce n'est pas du tout facile de calculer ce coefficient de diffusion-là. Il a été calculé par George Batchelor en 1967. Alors George Batchelor, ce n'est pas n'importe qui, c'est en gros le pape de la mécanique des fluides. J'ai été, en préparant le cours, regarder l'article de Batchelor. C'est magnifique, mais c'est infiniment technique. Et au bout de ce calcul-là, il arrive à ce coefficient 1,83 qui vient d'une intégrale compliquée qu'il exprime comme ça. Puis après, on peut essayer de chercher le deuxième coefficient dans ce développement.
Alors ce coefficient, si on part de l'équation de Stokes, on sait calculer ce coefficient 1,83 exactement. Je pourrais vous mettre une formule formelle qui est un peu compliquée et longue, donc je ne vais pas écrire. Pour le deuxième, on est obligé de faire des approximations. Donc il n'y a aucun calcul exact, en tout cas à ma connaissance, de ce coefficient-là. Le calcul qui fait référence, il a été calculé par Benaker et Mazur. Il y a un problème de définition de ce coefficient-là. La question, c'est comment est-ce qu'on définit le coefficient de diffusion dans une solution concentrée. Alors, je ne vais pas vous faire de grandes théories, je vais vous montrer qualitativement ce que c'est que le coefficient de diffusion, puis après je reviendrai sur ce cas. Si vous prenez une solution concentrée, vous regardez le déplacement carré moyen en fonction du temps. En solution diluée, c'est une droite en fonction du temps. En solution concentrée, ce n'est pas une droite, c'est quelque chose qui fait ça. Il y a une pente forte à temps court, après il y a une région qui est courbée, puis après il y a une pente faible à temps long. Ça veut dire qu'il y a deux coefficients de diffusion. Ça serait celui-là, ici. Ça serait DC. Puis il y en a ici qui est un coefficient à temps long. Et vous voyez que le coefficient de diffusion à temps court, DC, est supérieur à DL. Alors cet effet-là, il existe déjà au niveau du deuxième coefficient du viriel. Ça veut dire que quand on calcule ce coefficient K2, il faut spécifier si on calcule le coefficient de diffusion à temps court ou le coefficient de diffusion à temps long. Alors, il y a une image qualitative qui est dans tous les livres de colloïdes que je vais vous donner. C'est ce que les gens appellent l'effet de cage. L'idée, c'est que si vous avez une solution dense, les particules qui sont assez proches, qui sont autour, font une espèce de cage. Tant que la particule reste confinée à l'intérieur de sa cage, elle diffuse relativement vite. Et puis, pour aller plus loin, il faut qu'elle sorte de sa cage. Il y a une grande barrière de potentiel, et c'est ça qui ralentit la diffusion. Donc, essentiellement, la façon dont les gens voient la diffusion de façon qualitative, c'est la particule est piégée par une cage faite autour d'elle par les autres particules, puis elle saute dans une autre cage et elle se déplace comme ça. Et c'est pour ça qu'à temps long, on arrive à un coefficient de diffusion comme ça. Donc, ce coefficient de diffusion, il y en a un pour les temps courts et un pour les temps longs, et c'est à peu près l'endroit où on doit s'arrêter pour ça. Alors, il y a des travaux récents. Il y a Pierre Illien qui est au premier rang devant moi, qui a fait des choses extrêmement intéressantes. Olivier Bénichou aussi. Mais la plupart des résultats qu'ils ont, c'est sur des systèmes à une dimension. Même sur des systèmes à une dimension, c'est quelque chose qui est un peu difficile à faire. Après, passer de une dimension au problème qui nous intéresse à 3 dimensions, c'est quelque chose qu'à ma connaissance, personne ne sait faire. Donc on sait faire des calculs approximatifs en appliquant la théorie des liquides aux suspensions colloïdales, mais à ma connaissance, il n'y a absolument rien de simple de ce côté-là. Les gens ont essayé de trouver des façons plus phénoménologiques d'arriver à ces coefficients de diffusion. Ce calcul-là, c'est un calcul hydrodynamique, ça c'est un calcul hydrodynamique approché. Puis après, il y a des formules complètement phénoménologiques que les gens fit à leurs données en ajustant des paramètres. Je vais vous en montrer une tout à l'heure, qui est quelque chose qui est extrêmement bien étudié. Plutôt que de passer sur les cellules, alors là j'en suis à des sphères dures, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction attractive et les particules interagissent comme des boules de billard. La cellule, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de façon significative plus compliqué. Pour commencer ça, je vais vous montrer une expérience. Alors cette expérience, elle a été faite par Morgane Delarue.
qui est à Toulouse. Alors Morgane Delarue, il part d'une hypothèse. Qu'est-ce que c'est qui crée l'encombrement à l'intérieur d'une cellule? Et Morgane Delarue, il dit, si on regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps cellulaire, la chose qui est la plus importante dans tous les objets qu'on trouve, c'est les ribosomes. Les ribosomes, vous en avez un ici, hein, c'est une structure extrêmement compliquée, mais d'un point de vue hydrodynamique, c'est pas trop loin d'une sphère dure. Et puis il fait une chose qui est extrêmement astucieuse, c'est qu'il génère à l'intérieur de la cellule des particules qu'il appelle des gemmes. J'oublie ce que veut dire gemme, mais c'est marqué là. Genetically encoded multimeric particles. Ça veut dire qu'il introduit un gène artificiel qui vont générer cette particule et il accroche à chez elle une GFP, donc une protéine fluorescente. Donc ces particules, il sait les suivre de façon fluorescente à l'intérieur de la cellule. Il sait aussi changer leur rayon. Il sait faire des gemmes entre 20 et 40 nanomètres. Les ribosomes, c'est plutôt 20 nanomètres. Donc il a quelque chose qui est à peu près de la taille des ribosomes. Et ce qu'il veut regarder, c'est comment diffuse cette particule au milieu des ribosomes. Alors il a une autre chose, c'est qu'il sait varier le nombre de ribosomes. Donc les ribosomes, c'est les objets qui assurent la traduction de l'ARN messager à l'intérieur de la cellule. J'en ai parlé la dernière fois, je vous ai montré, ou la première fois, je vous ai montré qu'ils étaient accrochés au réticulum endoplasmique. Donc ils ont un rôle essentiel, et les drogues qui agissent sur le cycle cellulaire, qui modifient la traduction, peuvent modifier le nombre de ribosomes. Alors il y a une protéine dont je ne connais pas le nom bien sûr, qui s'appelle TORC1. Et cette protéine régule les ribosomes en ajustant TORC1. Alors on peut mettre des inhibiteurs de TORC1. C'est une drogue qui s'appelle la rapamycine, qui est une drogue connue des gens qui travaillent sur le cycle cellulaire. On arrive à moduler de façon importante le nombre de ribosomes à l'intérieur de la cellule. Donc on va pouvoir étudier, en fonction de la concentration en ribosomes dans la cellule, le coefficient d'autodiffusion de ces particules qu'on suit par une méthode fluorescente. Donc c'est ça le but du jeu. Il fait ça sur deux types cellulaires. Il y a une levure, et puis il y a une cellule qui s'appelle HEK avec un nombre 293. C'est une cellule humaine de rein, et E, ça veut dire que c'est une cellule épithéliale. Dans les deux cas, il trouve des résultats qui sont très semblables, donc je ne vais pas faire la différence entre les deux. Peut-être, donc vous avez ici les procédés, les façons dont il fait la particule. Vous avez une image de cette particule ici, comparée à un ribosome. Ça, c'est le cytosol d'une cellule. Vous avez tout un tas d'objets. Vous avez des mitochondries ici. Ici, toutes ces structures un peu rugueuses, c'est le réticulum endoplasmique. C'est ce que je vous ai montré pendant le premier cours. Il y a d'autres objets que je vais mentionner parce que je parlerai de ça dans le cours prochain, qu'est-ce qui s'appelle des lipid droplets. Ça, c'est des gouttes d'huile qui sont en suspension dans le corps cellulaire. Donc, vous en avez une ici. Et puis au milieu, vous avez ce gros objet qui est une mitochondrie. Donc ça, c'est l'image. Ça, c'est l'idée qu'en a Morgane Delarue. Donc vous voyez les ribosomes. Donc c'est simplement cette image traduite ici. Puis vous avez une toute petite particule qui est ici. Vous voyez que c'est extrêmement dense et qu'il n'y a pas beaucoup de trous pour que la particule se déplace. Ici, il a fait son traitement avec la rapamycine. Alors vous avez les mêmes objets. Alors il y a une autre structure ici dont j'ai déjà parlé, qui est l'appareil de Golgi. Ça, c'est en inhibant certains ribosomes. Vous voyez que la structure est plus lâche.
et on sent bien que la particule qui est là, elle a pas mal de trous pour se déplacer. Donc c'est ça l'expérience qui mesure, c'est un coefficient de diffusion. Le premier résultat, c'est que si on prend des petits objets, des petites particules, petites particules, c'est des protéines isolées, par exemple, ou c'est des petites molécules qui ne sont même pas des polymères. En gros, on peut mesurer leur coefficient de diffusion, et quand on passe d'une situation à l'autre, c'est-à-dire quand on passe de la situation où les ribosomes sont denses à la situation où les ribosomes sont dilués, le coefficient de diffusion de ces petits objets ne change pas. Alors pourquoi? Parce qu'il y a plein de trous, et donc ils diffusent dans les trous entre les ribosomes. Évidemment, il y a une fraction volumique de ribosomes qui limite un peu, mais il n'y a pas d'effet dramatique. Par contre, si on prend des gros objets, comme les grosses gemmes qu'il y a là, il y a un ralentissement qui est extrêmement grand. Donc les petits objets diffusent. Quand je dis diffuse, c'est que je veux dire qu'ils se diffusent avec le même coefficient de diffusion. Pour ce qui est des gros objets, le coefficient de diffusion diminue largement avec la concentration. Ce que je vais appeler le coefficient de diffusion ici, c'est le coefficient de diffusion à temps long, c'est-à-dire c'est celui-là. Alors ce que fait Morgan de la Rue, c'est qu'il utilise ce qui s'appelle une théorie de volume libre. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savent ce qu'est une théorie de volume libre. C'est des théories qui ont été faites dans les années 50-60. Le premier à l'avoir fait, c'est un monsieur qui s'appelle Doolittle. En 1951. Et puis, il y a un article qui est très célèbre, qui est un article de Cohen et Turnbull. En 1959. Alors, pourquoi est-ce que c'est très célèbre? D'abord, c'est que parmi les gens qui étudient les liquides, un problème qui est mal résolu, j'ai envie de dire, c'est ce qui se passe au voisinage de la transition vitreuse. Les anciennes théories de la transition vitreuse, il y en a deux. Il y en a une qui est l'adaptation de cette théorie qui avait été faite par Doolittle pour les liquides. Et puis, il y a une théorie d'entropie conformationnelle qui donne à peu près le même résultat. Alors, l'idée de Doolittle, elle est extrêmement simple. Et elle est schématisée ici, hein, c'est ce que je dis en parlant de trous. Vous voyez que cette particule ici, elle a des chemins qu'elle peut suivre. Et elle peut diffuser à peu près librement. Celle-là, ici, elle est piégée. Donc, voilà la cage dont je parlais tout à l'heure. Pour qu'elle bouge, il faut que devant elle s'ouvre un chemin qui est fait comme celui-là. Donc ce qui est fait dans ces théories-là, c'est calculer la probabilité qu'il se forme un volume qui a à peu près la taille de la particule diffuse pour que la particule puisse bouger dans ce volume-là. Alors je ne vais pas vous refaire la statistique, mais ce qui regarde, c'est la taille de ces objets, donc ils appellent le volume libre. C'est le volume où il n'y a pas de particules autour de l'objet qui diffuse. Et ce qu'on cherche, c'est une probabilité que se fasse un volume libre qui soit plus grand que la particule. Donc, je vais appeler V0 le volume du gemme. Je vais appeler VF le volume libre à côté du gemme. Et ce qu'on cherche, c'est la probabilité que VF soit supérieur à V0. Et à peu près toutes les façons de le faire conduisent à la même chose.
c'est exponentielle moins A V0 sur Vf. Ça, c'est la probabilité que le volume libre soit plus grand que V0. Si Vf devient très petit dans V0, si Vf je l'ai écrit à l'envers. Non, c'est ça. Si le volume libre moyen est très petit, cette chose-là est à peu près égale à 0 et la particule ne diffuse pas. Si le volume libre, si le volume libre est grand, ce facteur est égal à 1 et la particule diffuse librement. Donc ce que j'appelle Vf ici, c'est le volume libre moyen. Puis après, les gens font une théorie dynamique un peu simple, et ce qu'ils trouvent, c'est que la viscosité, c'est l'inverse de cette probabilité-là. Donc la viscosité, elle est très grande si la probabilité est faible, et la viscosité, elle est du style eta égale eta 0 exponentielle plus A V0 sur Vf. Ça veut dire que le coefficient de diffusion, il va se comporter comme la viscosité, et il va être de D A V0 sur Vf. Alors évidemment, le volume libre moyen, c'est quelque chose qui n'est pas très facile à mesurer. Donc ce que font les gens, c'est qu'ils écrivent le volume libre moyen en fonction de la fraction volumique. Si vous empilez des objets comme ceux qui sont là, il y a une fraction d'empilement maximal. Donc la fraction volumique d'empilement maximal, je vais l'appeler φm. Et après, c'est un problème purement géométrique. Qualitativement, le volume libre Vf divisé par le volume V0, c'est quelque chose comme phi m, fraction maximale, moins la fraction volumique divisée par la fraction volumique. Ça veut dire que le coefficient de diffusion, d'après cette théorie de volume libre, il va dépendre de la fraction d'empilement maximale et de la fraction volumique des particules dans le fluide. Ça veut dire que D si phi tend vers phi m, c'est-à-dire si on est au voisinage de la fraction volumique d'empilement maximum, il n'y a pas de volume libre et les particules restent bloquées. Si phi est très petit devant phi m, cette chose-là va être d'ordre 1, ou l'exponentielle est d'ordre 1, et la particule diffuse librement. Alors, vous n'avez peut-être pas vu ces lois comme ça. Ce qu'on connaît bien, c'est la variation avec la température de la viscosité des verres, ou du coefficient de diffusion dans les verres. La viscosité dans un verre, on dit qu'elle varie comme exponentielle 1 sur T moins une certaine température qui n'est pas la température de transition vitreuse. Ce que font les gens, c'est qu'ils regardent comment ces fractions volumiques changent avec la température et ils traduisent ça en quelque chose qui ressemble à la température. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Vogel-Fulcher. Ou dans les polymères, ça s'appelle Williams. Donc voilà un résumé extrêmement bref de ce que sont les théories de volume libre.
Alors, ce qui est tracé sur cette courbe-là, je n'ai pas besoin du réseau Wi-Fi, c'est le coefficient de diffusion en fonction de phi moins phi m sur phi. Quand on arrive à phi m ici, le coefficient de diffusion est égal à 0. Et puis il décroît et cette fonction est assez violente. Donc c'est une décroissance assez violente de la chose quand phi devient une fraction de phi m. Oui. Ça déplace pour des particules sphériques ou pour toute géométrie? J'ai pas entendu la question. Ça déplace pour des particules sphériques ou pour toute géométrie? Alors, quand les gens font des démonstrations de ce genre de loi, ils le font avec des particules sphériques, parce que c'est plus facile de raisonner avec les particules sphériques. Après, ils font ça de façon phénoménologique, donc cette constante A, elle est parfaitement phénoménologique. Quand c'est des particules sphériques, on sait exactement quelle est la fraction d'empilement maximale, c'est 63% à 3 dimensions si le système est désordonné, c'est 75% si le système est ordonné. Après, on utilise ces choses-là comme cette chose-là comme un paramètre de fit. Pareil, hein, la température, si on fait ça dans les lois de Vogel-Fulcher, la température où la chose tend vers 0, c'est une température qu'on ajuste et qui n'est pas égale à la température de transition vitreuse. Il y a une différence de 20 ou 30 degrés entre les deux en général. Donc voilà un modèle qui est assez phénoménologique et qui s'avère marcher assez bien. Donc il y a énormément de données expérimentales, soit pour des liquides simples, soit surtout pour des liquides simples qui ont une transition vitreuse, pour lesquels on peut ajuster le coefficient de diffusion en fonction de cette loi-là. Donc c'est ce qu'a fait Morgan de la Rue. Donc il sait ajuster phi, ça c'est la concentration en ribosome avec ma protéine TORC1. Et puis si on trace le coefficient de diffusion, il a cette forme-là. Donc voilà dans les deux types cellulaires qu'il a utilisés. Ça, c'est le temps pendant lequel il met la drogue, et puis il voit le coefficient de diffusion qui décroît comme ça de façon assez violente. Donc il n'y a pas vraiment de théorie fondamentale. C'est pragmatique cette histoire-là, mais pour les gens qui étudient la transition vitreuse, par exemple, et ici on n'est pas très loin de quelque chose qui a arrêté, c'est des choses qui marchent remarquablement bien, avec finalement assez peu de paramètres. Donc voilà la façon dont Morgan de la Rue voit le coefficient de diffusion à l'intérieur d'une cellule. Je vais rajouter un point, c'est que l'encombrement ralentit la diffusion, mais il y a des phénomènes actifs dans la cellule et les phénomènes actifs accélèrent la diffusion. Donc il y a une partie de ce ralentissement qui est compensée par les phénomènes actifs. Alors, qu'est-ce qui a été fait d'autre ? Il y a pas mal de gens qui se sont intéressés aux propriétés rhéologiques de la cellule, c'est-à-dire considérer la cellule comme un fluide, l'intérieur de la cellule comme un fluide, et essayer de mesurer les propriétés de ce fluide. Parmi les expériences qui m'ont intéressé, je vais mettre ici. Il y a un monsieur qui s'appelle Geoffrey Fredberg, qui est professeur à Harvard. Alors, ce que fait Geoffrey Fredberg, c'est schématisé sur cette figure-là. Alors ça, c'est une vraie photo de l'expérience. Vous voyez la cellule ici, et puis il accroche sur la surface de la cellule une particule. Donc une particule qui fait 1 à quelques microns. Cette particule est magnétique. Après, il exerce un couple et il fait rouler la particule à fréquence donnée. Donc il lui fait faire ça à des fréquences qui sont assez basses. Vous avez les résultats ici. Il arrive jusqu'à 10-2 Hz. Et ce qu'il mesure, c'est un module élastique. Alors après, il faut calibrer parce que la géométrie est quand même... ça paraît simple, mais la géométrie est assez compliquée. Donc il a des méthodes pour calibrer ça. Et ce qu'il mesure, c'est le module élastique en fonction de la fréquence. Alors le module élastique en fonction de la fréquence, d'abord, si vous
avez, si vous avez un module élastique qui dépend de la fréquence, il a une partie réelle et une partie imaginaire. Ça veut dire que votre fluide est viscoélastique. Il a à la fois une composante élastique et une composante visqueuse. Alors, la composante élastique, c'est ce que j'appelle G' ici. La composante vitreuse, c'est la composante visqueuse, c'est I oméga fois la viscosité. La viscosité elle-même pouvant dépendre de la fréquence. Et les parties réelles et imaginaires sont reliées à cause des théorèmes de Kramers-Koenig qui sont basés simplement sur la causalité. Donc si on en connaît un, on connaît l'autre. Donc ce que mesure Fredberg, alors en l'occurrence un de ses anciens étudiants Fabry, c'est qu'il mesure ces modules en fonction de la fréquence. Vous voyez, il a, je ne sais pas combien, 5 décades. Donc ça ne paraît pas déraisonnable de chercher des lois de puissance, et il trouve qu'il y a une droite. Donc le module visqueux, alors si le module élastique est une droite, le module visqueux est une droite, et la pente des deux est la même, ça c'est imposé par les relations de Kramers-Koenig. Ce qui est étonnant dans cette image-là, c'est que l'exposant, c'est-à-dire la pente en coordonnées logarithmiques de cette chose-là, est extrêmement faible. Dans toutes les expériences qu'il a faites, et il y a d'autres gens qui ont fait le même genre d'expériences, à Paris, il y avait Atef Athanasios qui à un moment faisait des expériences comme ça, l'exposant, donc si on écrit que G de oméga proportionnel à oméga puissance alpha, l'exposant, il est de l'ordre de 0,1 ou 0,2. C'est assez rare. Si, par exemple, les gens comme moi qui ont l'habitude des polymères, alors les polymères sont des solutions viscoélastiques. Le module élastique de polymère, le module élastique, il est complexe, hein, puisqu'il a une partie réelle et une partie imaginaire. Il croît bien comme une puissance de la fréquence, et en gros, l'exposant, c'est 1,5. Donc pour beaucoup des systèmes qu'on connaît, l'exposant, c'est 1,5 ou 2 tiers, et il y a très peu d'exemples où l'exposant est petit comme ça. Donc ce qu'a fait Fredberg, c'est chercher des théories qui prévoyaient des modules qui variaient de façon aussi faible avec la fréquence. Il n'en a trouvé qu'une, qui est ce qu'on appelle les soft glassy materials. La théorie originale, elle a été faite par Jean-Philippe Bouchot. C'est un modèle de système désordonné. C'est une chaîne à une dimension où il y a des barrières de potentiel et les barrières de potentiel sont aléatoires. Ça ne donnait pas de viscosité, mais ça a été adapté pour des fluides par François Lequeux, Cates et un Anglais qui s'appelle Solich. Et dans ce modèle-là, l'exposant n'est pas universel, mais quand ils mettent des nombres, on arrive à des exposants qui sont de l'ordre de 0,1, 0,2. Il y a une quinzaine d'années, il y a eu des querelles absolument gigantesques sur cet exposant-là. Un des derniers articles de Deugène portait là-dessus. Il avait un modèle qui expliquait que c'était un artefact de la façon dont les gens faisaient la mesure. Ceci dit, Fredberg, il a poussé l'idée plus loin. Il dit que c'est comme un matériau vitreux mou. Donc la bonne manière de décrire l'intérieur de la cellule, c'est de le décrire comme un matériau vitreux mou. Il a même vérifié des choses un peu étonnantes. Une des propriétés des matériaux vitreux, c'est que si vous les sollicitez fortement, vous les rajeunissez. Donc il a fait des mesures de vieillissement et de rajeunissement, et il trouve des résultats qui ne sont pas incompatibles avec un comportement d'un verre tel qu'on les voit d'habitude. Donc je ne mettrai pas ma main à couper que c'est la bonne réponse, mais en tout cas c'est une idée intéressante. Donc voilà une deuxième façon de caractériser l'intérieur de la cellule. Après, il faudrait ramener ça au coefficient de diffusion, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été fait, mais en tout cas, ça nous donne une viscosité qui peut dépendre de la fréquence. La dernière chose dont je vais parler, mais je vais en parler très vite, c'est d'écrire... Je vais garder celui
c'est d'écrire que la diffusion est anormale. Alors ça, vous avez, pour ceux qui étaient là, entendu ça dans l'exposé de Raphaël la semaine dernière. Ce qu'écrivait Raphaël, c'est que si on regarde le mouvement d'une particule et qu'on mesure son déplacement quadratique moyen, R2, c'est T puissance alpha, où alpha est inférieur à 1. Donc ça veut dire que le rayon croît moins vite que 1. Alors ce qu'il vous a expliqué, c'est que ce qui est intéressant, c'est de poser alpha égale 2 sur dw, parce que si vous reportez ça là-dedans, ça vous dit que R2 à la puissance 1,5, c'est T puissance 1 sur dw, ou que le temps, c'est proportionnel à la distance à la puissance dw. Donc ce dw-là, c'est la dimension fractale de la marche. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait ici. On essaye de faire des théories de loi d'échelle. Il faut faire attention, par exemple, que si je définis en chaque point un exposant ici en traçant en log-log, quand je vais arriver dans la région intermédiaire ici, je vais trouver des exposants qui n'auraient rien à voir avec des lois d'échelle, mais qui sont des exposants de transition entre un coefficient de diffusion qui est là et un coefficient de diffusion qui est là. Alors, je vais être très franc. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont crié qu'ils avaient mesuré des exposants comme Dirac ici et qui ont trouvé en fait des effets de crossover entre deux comportements qui peuvent même être linéaires tous les deux. Et donc il faut être extrêmement prudent. Alors dans l'expérience de Fredberg que je vous ai montré tout à l'heure, l'exposant il était défini sur 5 décades. Donc il n'y a absolument aucun doute qu'il y a un exposant. Dans ces expériences-là, les gens poussent la chose à un niveau qui me paraît un peu terrifiant. Il y a des modèles qui donnent des valeurs pour cet exposant de marche, donc la dimension fractale de la marche. Il y a les modèles de polymères que citait Raphaël. Le modèle le plus simple de polymère, c'est le modèle qu'on appelle le modèle de Raus. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on suit un monomère au milieu du polymère et on regarde son déplacement en fonction du temps. Il s'avère que la diffusion est anormale. Ça veut dire qu'il y a une dimension de marche. Et puis le modèle de Raus, c'est vraiment très naïf. On oublie l'hydrodynamique. Ça veut dire qu'on suppose qu'il y a un coefficient de friction, indépendamment du fait que quand vous bougez un objet dans l'eau, ça crée un écoulement autour. Ça donne une dimension 4. Ça, c'est dans tous les livres sur les polymères. Ils ne le disent pas dans ce langage-là, mais ça aussi, ça date des années 50. Il y a un modèle qui est un tout petit peu plus sophistiqué, qui est le modèle de Zim, qui prévoit une dimension qui est égale à 3. Je connais assez peu d'autres modèles que celui-là qui prévoient de façon claire des dimensions. Il y a des modèles de diffusion anormale qui ont été étudiés récemment par Julien Brémond dans sa thèse. Par exemple, des marches qui ont une mémoire. Il y a des marches qui réinteragissent avec leur trajectoire. Si elle est repoussée par sa trajectoire, ça va plus vite qu'une diffusion normale. Si elle est attirée par sa trajectoire, ça va moins vite. Ça crée des effets comme ça, et Julien Brémond calcule des exposants de ce type-là. Dans son cas, alors il les calcule à une dimension. Dans son cas, le problème est extrêmement bien défini. Donc c'est à peu près au niveau de ces choses-là, sauf que c'est uniquement une dimension. Et j'avoue qu'à part ça, je connais très peu de vraies dérivations de ce genre d'exposants. Voilà un peu ce que je voulais dire. Alors je vais vous écrire une équation de diffusion fractionnaire. Si on essaye d'écrire l'équation de diffusion pour une marche comme ça,
on trouve des Laplaciens à une certaine puissance, mais Raphaël m'a expliqué la semaine dernière que ça marchait si c'était surdiffusif, c'est-à-dire si ça allait plus vite que la diffusion normale. Alors, écrire un exposant fractionnaire, il y a une autre façon de le faire, c'est de le faire en disant que c'est un noyau qui n'est pas local. Et donc, au lieu d'avoir quelque chose qui dépend que de la probabilité à l'endroit où on est, on a quelque chose qui dépend des probabilités aux endroits voisins. Pour les diffusions qui sont sous-diffusives, cette chose-là ne marche même pas. Donc, il y a des approches mathématiques qui sont très sophistiquées qui s'occupent de ces choses-là. Ce que j'ai envie de dire là-dessus, pour conclure, d'abord, c'est que c'est un problème important. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une cellule, si on s'intéresse au mouvement, on est absolument obligé de tenir en compte le fait que la cellule est très occupée. Par exemple, si un moteur traîne un cargo, il se peut que le cargo soit piégé, le moteur tire dessus, puis on voit des mouvements comme ça, ou s'il tire suffisamment fort, il décroche le cargo. Les gens qui font des mesures sur des moteurs moléculaires uniques à l'intérieur d'une cellule voient très bien ces mouvements-là. Mais c'est quelque chose qui est difficile à étudier de façon simple. Peut-être que la bonne voie, c'est ce genre de théorie un peu phénoménologique, qui n'est pas entièrement contrôlée, mais dont on sait qu'elle donne des bons résultats dans pas mal de cas. Donc voilà, ça finit un peu ce que je voulais faire sur la diffusion. Ce que je veux faire dans le reste du cours, c'est vous parler donc de moteurs moléculaires. Il faut simplement que je change mes... Alors, j'ai appelé ça transport actif, moteur moléculaire. Alors, je vais faire deux choses. Je vais essayer de regarder le mouvement de moteur moléculaire sur un filament, non pas quand il y a un seul moteur, mais quand il y a beaucoup de moteurs. S'il y a beaucoup de moteurs, ils se gênent, et donc le transport est très perturbé par le fait qu'il y a beaucoup de moteurs. Et je vous ai parlé dans le premier cours d'embouteillage, et je vais essayer de vous montrer comment on peut faire des mesures sur les embouteillages et comment on peut essayer d'expliquer ces embouteillages. Donc ça va être les interactions entre moteurs. Et puis, ce que je vous ai dit dans le premier cours, c'est que le transport à l'intérieur de la cellule, c'est des moteurs qui transportent des cargos, des vésicules, et le matériel biologique est à l'intérieur de ces cargos. Alors pour ça, il y a deux choses qui doivent se faire. D'abord, c'est qu'on fabrique des vésicules. Ça, c'est ce qu'on appelle le bourgeonnement des vésicules. Je vous avais montré une image de l'appareil de Golgi où on voyait plein de vésicules qui étaient générées. Donc, je vais essayer de vous montrer un modèle pour le bourgeonnement des vésicules. Et puis, il y a une deuxième question, c'est pour les cargos qui seraient tout petits, c'est facile d'accrocher un moteur à l'objet qu'on veut transporter. Pour les cargos qui sont bien plus grands, on peut accrocher plusieurs moteurs. Qu'est-ce qu'on gagne en accrochant plusieurs moteurs? Vous allez voir qu'on gagne beaucoup en processivité, c'est-à-dire que le temps pendant lequel l'objet peut marcher sur le filament est bien plus grand que celui d'un moteur unique. On gagne un tout petit peu sur la force d'arrêt, mais pas beaucoup, parce que cet effet-là sature. Donc s'il y a beaucoup de moteurs, à la fin, la force d'arrêt est à peu près la même. La vitesse, c'est pratiquement la même, qu'il y ait plusieurs moteurs ou qu'il y ait un seul moteur. Donc c'est ces choses-là que je veux discuter dans ce cours et puis peut-être au début du cours précédent. Alors, je vais faire un modèle de moteur moléculaire qui est encore plus simple que celui que j'ai fait dans le premier cours. Je vais considérer un filament. Il est polaire. Je vais considérer, et ça c'est vrai, qu'il y a des sites sur le filament. Et ces sites sont régulièrement espacés, donc il y a une distance A ici. Puis si je regarde au site N,
je vais considérer qu'un moteur qui est au site N, je vais le faire en bleu, il peut sauter au site N plus 1 ou il peut sauter au site N moins 1. Donc je vais appeler P la probabilité qui saute au site N plus 1 et Q la probabilité qui saute au site N-1. Ça, c'est des probabilités par unité de temps. Si j'ai orienté le filament comme ça, c'est polaire et on veut que le moteur se déplace dans la direction de la polarité. Donc ça veut dire que P est plus grand que Q. Et la deuxième chose que je vais dire, qui est aussi un peu triviale, c'est que si P est égal à Q, j'ai la même probabilité. Alors d'abord, le filament n'est pas polaire. Et ensuite, il y a la même probabilité de tourner vers la gauche, d'aller vers la gauche et d'aller vers la droite. C'est-à-dire que ce n'est pas un moteur, c'est un objet qui diffuse sur le filament. Alors, ce que je vais écrire, c'est la probabilité P, S, je l'ai appelé, S de N, qui est la probabilité que le moteur soit au site N. Alors, je vais prendre ces taux P et Q. Le moteur peut aussi se décrocher, puisque c'est ça qui fait la processivité. Donc il peut se décrocher, ça veut dire qu'il part ici, et il y a un taux K-off que je vais éliminer dans une minute pour ce problème-là. Donc ce que je vais écrire, c'est la probabilité Sn en fonction du temps. Donc j'écris dsn sur dt. Alors je vais mettre P. Pour qu'il arrive au site N en sautant, il faut qu'il parte du site N-1, donc ça sera P fois Sn-1. Et puis s'il est au site N et qu'il saute au site N plus 1, je vais perdre le moteur, donc il y aura moins Sn ici, plus Q. Alors, ici, pour alimenter en allant en arrière, il faut partir du site N plus 1. Donc, il va y avoir S N plus 1. Alors, si je fais P égale Q, ça fait Sn plus 1 plus Sn moins 1 moins 2Sn. Ça, c'est la dérivée seconde. Donc, c'est bien un mouvement diffusif. Donc, je ne vous ai pas roulé. Et puis, si je veux rajouter le fait qu'il peut se décrocher, alors ce terme, je peux l'oublier. Il suffit d'étudier le problème pour Kf égale 0, puis la solution générale, c'est la solution pour Kf égale 0 fois exponentielle moins K of t. Il suffit de substituer là-dedans, le terme en K of s'en va. Donc je ne vais pas pour ce problème-là garder K of, je peux me limiter à Kf égale 0. Alors ce qui est simple, c'est plutôt que d'écrire une équation discrète comme ça, c'est de passer à la limite continue. Ça vous montrera peut-être mieux comment ça se passe. Donc je vais faire tendre A vers 0, mais à maintenant la longueur du système constante. Donc j'ai un S, j'appelle X égale NA. Et donc maintenant, au lieu d'avoir une fonction, une probabilité S qui dépend du site et du temps, j'ai une probabilité S de X et de T. Alors je vous laisse faire le calcul, je vais vous montrer le résultat final. Je trouve D, S de X et de T sur dt. Donc il y a un coefficient de diffusion, ça c'est D fois D2S sur dx2. Et puis, il y a un mouvement à vitesse constante, donc un mouvement de transport. Ça, c'est moins V. Ça, c'est l'équation que j'obtiens d'ici, où le coefficient de diffusion D c'est A2 fois P plus Q. Alors, il faut faire attention que je fais tendre A vers 0 partout, sauf là, donc il faut aussi mathématiquement se
prendre en compte cet effet-là et imposer des conditions sur P et Q, mais à la fin, on arrive à un coefficient de diffusion comme ça. Et puis, il y a une vitesse. Ça, c'est des diffusions. Puis, il y a une vitesse V. Je pense que ça, c'est assez intuitif. La probabilité que je fasse un saut vers la droite, c'est A. Vers la gauche, c'est PA. Vers la gauche, c'est QA. Et la vitesse, c'est la différence des deux. Donc celui-là, heureusement qu'on trouve ça. Donc ça, c'est une équation de diffusion-convection, une convection à la vitesse V et une diffusion avec un coefficient de diffusion D. C'est ce qu'on appelle une diffusion biaisée. Si je mets la particule à la position 0 à l'instant 0, la probabilité de diffusion va être gaussienne, mais la gaussienne se déplace à la vitesse V. Donc c'est presque la même chose qu'une diffusion sans convection, sauf que je déplace le centre de la gaussienne à la vitesse V. Alors je vais me livrer à un exercice qui est qu'est-ce qui se passe maintenant si je rajoute une force sur la particule ? Si je tire avec une force F dans ce sens-là, il est à peu près évident que la particule va avoir une probabilité plus grande d'aller à droite et une probabilité plus petite d'aller à gauche. Alors le modèle simple, c'est de dire qu'il y a une barrière de potentiel entre les deux sites. Il faut que je passe sur cette barrière de potentiel et quand j'ajoute une force, j'abaisse la barrière de potentiel pour aller à droite et j'augmente la barrière de potentiel pour aller à gauche. La façon simple, c'est d'utiliser la théorie de Kramers dont j'ai parlé l'autre jour. Et ce que ça dit, ça, c'est que P de F, c'est P0 fois exponentielle. Alors il va y avoir F sur KT, et puis il faut une longueur ici, je vais appeler celle-là B. Et puis Q de F, c'est Q0 exponentielle moins FC sur KT. Où P0 et Q0, c'est ce que j'obtiens par la théorie de Kramers lorsqu'il n'y a pas de force. Ce qui m'intéresse, c'est de calculer P sur Q. Donc, c'est exponentielle F fois B plus C sur KT. La question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait quelles contraintes il doit y avoir sur ces paramètres-là pour que le système soit à l'équilibre thermodynamique. Le système est à l'équilibre thermodynamique, il doit satisfaire la relation de bilan détaillée. Ça veut dire que P sur Q égale exponentielle de la différence d'énergie entre les deux états. La différence d'énergie due à la force, quand je passe de cet état-là à cet état-là, c'est moins F fois A. Donc ici, c'est plus FA sur KT. Donc, il faut que je compare ça à ça. Pour que ça soit à l'équilibre, il faut que P0 soit égal à Q0. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si P0 est égal à Q0, le moteur diffuse. Et puis, il faut aussi que B plus C soit égal à A. Donc, les deux conditions pour que le système soit à l'équilibre, c'est ça. Alors, dans la théorie de Kramers, ce que représentent B et C, c'est le déplacement de la position de la barrière de potentiel entre les deux sites N et N plus 1. Le point sur lequel je veux insister, c'est que si on veut avoir l'équilibre thermodynamique, il faut absolument que cette loi-là soit vérifiée. Donc voilà, de façon globale, ce que je veux
ce que je veux utiliser comme modèle. Dans toute la suite, je vais être encore plus restrictif, c'est-à-dire je vais supposer que Q égale 0. Ça veut dire que le moteur va sauter uniquement vers la droite. Alors, ce n'est pas vrai. Si vous prenez un des livres classiques sur les moteurs moléculaires, c'est le livre de Joe Howard. Sur la première page, il y a une trace des pas que fait un moteur. Il y a un superbe pas en arrière en plein milieu de la page, donc on ne voit que ça. Donc même les moteurs les plus simples font des pas en arrière. Tout ça, c'est statistique. Ils ont une certaine probabilité de faire un pas en arrière. Pour des moteurs comme la kinésine, la probabilité de faire un pas en arrière est extrêmement faible. Je ne sais pas, c'est 10% ou quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Je vais oublier ça, ça va me simplifier la vie beaucoup. Donc dans toute la suite, je prends ce modèle-là, mais mon moteur, il saute de pas en pas. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer d'introduire les interactions entre les moteurs. Et je vais vous parler d'un modèle qui s'appelle TAZEP. En mettant les noms de deux personnes. Le premier, c'est Bernard Derrida. Alors, c'est mon voisin de bureau, mais ce n'est pas pour ça que je mets son nom ici, parce qu'il a résolu ce modèle-là absolument exactement. Je vous dirai tout à l'heure ce qu'il trouve. Donc, il a fait ça avec deux autres personnes. Qui sont Eitan Domani et David Moukamel, tous les deux à l'Institut Weizmann. Et puis, pour les applications au moteur, la personne dont je vais citer les travaux, c'est Andrea Parmigiani. Qui est professeur à l'Université de Montpellier et qui est un ancien étudiant de Jacques Proust. Alors, je vais commencer par parler des interactions entre moteurs, et j'ai appelé ça interaction entre les moteurs, exclusion de sites. Je reprends mon axe mon filament sur lequel se déplacent les moteurs. Le moteur est au site N. Il ne peut pas sauter en arrière, donc il va forcément vers l'avant. Maintenant, je vais imposer une autre contrainte, c'est qu'il saute avec la probabilité P du site N au site N plus 1, si et seulement si le site N plus 1 n'a pas un moteur dessus. Donc si le site est déjà occupé, il ne saute pas, il attend que le moteur soit parti, puis il saute après, etc. etc. Donc ça me donne une interaction entre les moteurs qui est répulsive. Ils ne peuvent pas utiliser le même site. D'abord, ce modèle TAZEP, d'abord, ça veut dire Totally Antisymmetric Size Exclusion Process. La size exclusion, c'est qu'ils ne peuvent pas occuper le même site, et il est totalement antisymétrique parce que j'ai fait Q égale 0. Comme je disais, c'est soluble exactement. Enfin, Derrida sait le résoudre exactement, moi pas. Ce n'est pas ce que je vais vous montrer. Alors, pour le résoudre exactement, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un modèle qui est discret en temps et en espace. C'est-à-dire il regarde des pas de temps discrets, il regarde la probabilité que le moteur cite, puis à chaque site, il met le nombre de moteurs qu'il y a, soit 0, soit 1, et puis il arrive à résoudre ce problème statistique exactement. L'article est absolument superbe, un peu compliqué, mais absolument superbe. Ce que je vais faire, c'est
faire ça en utilisant une théorie de champ moyen. Alors, ce que je veux, c'est écrire une équation pour la probabilité. Donc, ds n sur dt. Alors, où est-ce qu'elle est, mon équation pour la probabilité? Elle est ici. Ce terme-là n'existe pas. Sn-1. Donc, la probabilité de sauter à partir du site n-1 au site n, c'est P si le site n est vide. Et c'est 0 si le site n est 0. Si je prends la moyenne de ça, la probabilité de sauter, ça va être P. J'aurai toujours le Sn-1. Et puis ça sera facteur de 1 moins Sn, qui est la probabilité que le site soit vide. Et puis le deuxième terme, c'est moins Sn plus 1, 1 moins Sn. Ce que je traite là, c'est simplement la probabilité moyenne qui saute sur le site suivant. Je n'ai pas pris en compte le fait qu'il peut y avoir des corrélations entre le site n et le site n plus 1, entre le site n-1 et le site n, qui ne permettent pas d'écrire une équation aussi simple que ça. Donc voilà ce que je vais utiliser. En insistant bien sur le fait que ce n'est pas exact, vous allez voir que finalement ce n'est pas si mal. C'est pour ça que je me permets de faire ça. Ce que je vais faire, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire je vais passer à la limite continue. Donc, je vais avoir ds sur dt égale, donc le terme de diffusion c'est le même qu'avant, c'est d fois d2s sur dx2 moins la vitesse v. Ici j'avais ds sur dx et ce qui apparaît, si vous faites le calcul, c'est 1 moins 2s. Donc il faut écrire que s de x c'est s de na. Qu'est-ce qu'il y a, Raphaël? Oui? Oui, pardon, excuse-moi. Je n'ai pas entendu. On a une question. Oui, pardon. Merci, Raphaël. Le deuxième thème, c'est pas moins Sn 1 moins Sn plus 1? C'est plus. Pardon. C'est plus Sn. On part de n, c'est 1 moins Sn plus 1. Donc c'est moins. Voilà. Thomas, bon. Bravo Thomas, tu écoutes. Et ici, ce qui apparaît, c'est un facteur 1 moins 2s. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une vitesse qui dépend de la probabilité et qui change même de signe si s égale 1,5. Donc c'est ça l'équation qu'il faut étudier. C'est moins Sn, ouais, d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est regarder les états stationnaires possibles. Alors pour ça, il faut fixer une longueur de chaîne. Donc ici, j'aurai 0, ici, j'aurai L. Et puis se donner des conditions aux limites. S de 0, je vais l'appeler alpha. Alpha étant un nombre positif compris entre 0 et 1. Et puis S de L, c'est 1 moins bêta. Alors en principe, hein, ce problème est simple.
Si vous cherchez un état stationnaire, ça c'est égal à 0, ça veut dire que le flux de moteur est constant, et on peut résoudre cette équation exactement. Alors je vais simplement vous mettre ce qui se passe quand L est grand, c'est-à-dire bien plus grand que la taille entre les sites. Donc si L est grand, il y a 3 états possibles. Je trace alpha ici, bêta là. Non, c'est pas ça que je trace. Je trace S en fonction de X jusqu'à L. Ça c'est S, ici c'est L, et c'est en fonction de X. Et j'en ai un troisième. Alors le premier état possible, c'est un état, ici ça part de alpha, c'est un état où en gros S est constant et égal à alpha, et puis il y a une couche limite de l'autre côté, et la couche limite de l'autre côté, elle permet que le point qu'on atteint à L, c'est pas alpha, mais c'est A moins bêta. Donc ça peut être plus grand que alpha ou plus petit que alpha. Alors pour des raisons que vous verrez dans 2 minutes, je vais appeler ça la phase basse densité. Et en bon franglais, je vais noter LD. Il y a la phase symétrique. La phase symétrique, on impose la bonne valeur de l'autre côté. Donc ici, ça va être 1 moins bêta. Puis ici, il faut que je rattrape alpha, qui soit plus grand ou plus petit que 1 moins bêta. Alors j'ai dit qu'il y avait une couche limite. Qu'est-ce que c'est qui fait la couche limite? Ce qui fait la couche limite, c'est que si je regarde ce que j'ai ici, j'ai un coefficient de diffusion et une vitesse. Si je prends le rapport, ça fait une longueur. Donc la taille de la couche limite, c'est d sur v. Donc mon critère, c'est que L est bien plus grand que d sur v. Si L n'est pas bien plus grand, il y a des petites corrections ici, des choses comme ça, ce n'est pas très important. Et puis il y a une troisième chose qui est possible, c'est qu'il y a une autre valeur qui est caractéristique là-dedans, c'est S égale 1,5, où ce terme change de signe. Donc il y a un état où S égale 1,5, puis, alors il faut que je l'écrive dans le bon sens, c'est que cette fois il n'y a pas le choix. Alpha est ici, et bêta est là. Alors cette phase, elle s'appelle phase de courant maximal. Celle-là, elle est haute densité. Et celle-là, elle est courant maximal. Alors si vous résolvez l'équation exactement, vous allez trouver ces 3 états-là, vous n'allez pas en trouver d'autres, puis vous allez aussi trouver pour quelle valeur des paramètres on trouve celui-là, on trouve celui-là et on trouve celui-là. Avant de vous montrer ça, pourquoi est-ce que ça s'appelle une phase de courant maximal? Je vais écrire le flux de moteur. Alors le flux de moteur, je vais l'appeler J. Il a un terme diffusif, moins d ds sur dx. Ça, c'est moins la divergence du flux de moteur. Donc ce terme-là, il donne ça. Et puis il a le terme qui donne celui-là. Et ça, c'est plus v s fois 1 moins s. Si je prends la dérivée de ça, ça fait 1 moins 2s fois v. Alors dans la phase low density ici, si je me place au milieu, ds sur dx est égal à 0, s est égal à alpha, donc j, c'est v, alpha à moins alpha. Alors, alpha à moins alpha, c'est une parabole qui est tournée vers le bas, dont le maximum est pour alpha égale 1,5. Ça veut dire que la valeur maximale,
c'est V sur 4. Même chose ici. Vous m'accorderez que je vais trouver un flux J égale V, bêta 1 moins bêta, et la valeur maximale, la phase ici, où le courant est maximal, c'est une phase où sur presque toute la longueur, S est égal à 1,5 et le courant est égal à V sur 4. Alors évidemment, le flux doit être constant dans l'état stationnaire, donc ça veut dire qu'après, ici, comme alpha change, il y a un D sur dx. Donc voilà les phases qu'on trouve. Et après, ce qu'on trouve aussi, c'est un diagramme de phase. Je vais l'écrire là-haut. Je vais mettre alpha ici, je vais mettre bêta ici, ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1,5. Alors, dans cette région-là, où alpha est plus petit que bêta, et alpha est inférieur à 1,5, on trouve la phase de basse densité. Ici, on trouve la phase de haute densité. Ici, ils sont tous les deux plus grands que 1,5. Je ne peux pas faire de courant plus grand que la valeur 1,5, et donc le courant reste égal à 1,5. J'insiste, si vous voulez montrer ça de façon brutale, vous résolvez cette équation-là, et tout ça, ça viendra de cette équation. Un miracle qui se passe, et ça avait été deviné avant que la solution exacte soit trouvée, c'est que ce diagramme de phase de champ moyen, c'est le diagramme de phase exact du problème, dans la limite où elle est infinie. Les corrections sont un peu différentes, ça ne donne pas toutes les bonnes propriétés correctement, mais ce diagramme de phase-là, c'est le bon diagramme de phase. Alors, ce modèle TASEP, pour les gens qui font de la physique statistique hors d'équilibre, c'est un peu considéré comme le modèle de physique statistique hors équilibre. C'est un peu comme le modèle d'Ising pour la physique statistique à l'équilibre. Il y a énormément de résultats exacts qui existent maintenant. Alors, par des méthodes parfois extrêmement sophistiquées, on sait calculer les fonctions de corrélation, on sait calculer les probabilités, on sait à peu près tout calculer exactement. C'est très difficile à faire, mais les gens savent faire ces choses-là. Il y a des gens comme Kiron Manik ou Olivier Bénichou qui ont fait énormément de choses là-dessus. Il y a une dernière chose que je n'ai pas dit, c'est que si je regarde le diagramme de phase, je n'ai pas dit ce qui se passe sur ces droites-là. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ces droites-là? Donc ça, c'est la droite alpha égale bêta. Sur cette droite-là, il y a un front entre une phase basse densité et une phase haute densité. Ça veut dire que le profil S de x, ça c'est L, il part de alpha, il arrive à bêta. Ça c'est bêta, ça c'est alpha. Mais le front n'est pas stationnaire. Donc le front diffuse entre la droite et la gauche. Donc il y a un front, mais qui n'est pas stationnaire. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce modèle TASEP. Je n'ai pas trouvé d'embouteillage là. Il faut un peu améliorer ce modèle pour trouver des embouteillages. Ce qui manque de façon évidente, c'est que les moteurs s'accrochent et se décrochent.
Donc c'est petit 2, cinétique de Langmuir. Je reprends, je ne vais pas le reprendre, je vais vous montrer le schéma qui est là. Donc le schéma, c'est celui qui est en haut. Tant que je reste là, c'est le modèle que je viens de décrire. Puis il y a un taux de détachement qui s'appelle oméga d ici. Et puis il y a un taux d'attachement qui s'appelle oméga. Alors je vais les appeler K-on et K-off parce que j'ai l'habitude. Donc je vais poser K-off égale oméga d. Et K-on égale oméga. Je vais vous écrire l'équation. Oui. Le deuxième diagramme de la probabilité, c'est le cas alpha égale bêta ou le dernier de... Ici. Ça, c'est alpha égale bêta inférieur à 1,5. C'est-à-dire, je regarde sur cette ligne-là. Je veux savoir alpha égale bêta aussi dans le diagramme. Ici. Juste en dessous. Ici. Alpha. Non, parce que ici, ce n'est pas bêta, c'est 1 moins bêta. Merci. Je suis un peu étourdi. Donc maintenant, ce que je veux résoudre, c'est ce problème-là. Il y a des cas qui sont très simples. Le premier cas, c'est qu'est-ce qui se passe si K-off est petit et K-on est petit. Si K-on est petit, 1 sur K-off, c'est un temps. Il faut que je compare ça au temps que met ma particule pour aller de là à là. Donc si K-off non, c'est V sur N. Si K-off est inférieur à V sur L, quand la particule va de là à là, en moyenne, elle ne se décroche pas, donc je retrouve le modèle précédent. Alors, ce qu'il faut introduire pour la suite, je vais appeler grand K. Qu'est-ce que c'est que ce K? Si je considère que le saut, c'est une réaction chimique, ça, c'est la constante de réaction. La constante de réaction entre les moteurs qui s'échappent et les moteurs qui reviennent. Il y a un deuxième. Alors, dans tout ce que je vais dire, cette constante de réaction n'est ni gigantesque ni infiniment petite, ça veut dire elle est d'ordre 1. Sur les images qui sont là-haut, elle est égale à 3. 3 étant pas un nombre important. C'est juste un nombre d'ordre 1. Qu'est-ce qui se passe si K-on et K-off sont très grands? Très supérieurs à V sur N. Si K-on et K-off sont très grands, il faut que je vous écrive l'équation pour S, ds sur dt égale, donc j'ai toujours la même chose, d A moins F, c'est la probabilité, K-off S, c'est la probabilité que le site soit occupé. Donc ça, c'est les moteurs qu'on perd parce qu'ils se décrochent. Ça, c'est les moteurs qui s'accrochent, mais ma règle, c'est que je ne peux pas accrocher s'il y a déjà un moteur à cet endroit-là. Donc pareil que tout à l'heure, je remplace la probabilité par 1 moins S. Donc ça fait K-on 1 moins S. Si K-on et K-off sont trop grands, ces termes-là sont négligeables. Et dans l'état stationnaire, j'ai K-on A moins S égale K-off S. Ça vous dit que S égale K, je vais écrire K sur 1 plus K.
c'est K-on sur K-on plus K-off. Ça, c'est exactement la cinétique de Langmuir de l'accrochage des moteurs qui sont à côté sur le filament. Alors, si j'essaye de tracer S, ça, c'est la valeur. Et puis évidemment, ici et là, si j'avais quelque chose de constant, je n'aurais pas les bonnes valeurs. Donc à nouveau, j'ai une soit vers le haut, soit vers le bas. En pratique, c'est souvent vers le bas. Une couche limite qui me permet d'arriver à la bonne densité au bord. Donc ça, ce n'est pas une surprise, hein, c'est un filament. Le fait que les moteurs se déplacent n'est pas important. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils s'accrochent et qu'ils se décrochent, et c'est comme ça qu'ils avancent. Donc ça, c'est une autre limite. Et puis, dans le régime intermédiaire, alors ce qu'ils écrivent, c'est oméga Donc s'il est grand, je suis dans ce cas-là. S'il est petit, je suis dans le cas où j'étais avant. Puis après, il faut se regarder ce qui se passe quand oméga est de l'ordre 1. Alors là, en tout cas que je connaisse, il n'y a pas de méthode analytique pour regarder ça. Donc il faut résoudre le problème numériquement. Alors c'est ce qui est fait ici. Il y a 3 courbes. La raison pour laquelle il y a 3 courbes, c'est qu'ils s'inquiètent du fait que je suis passé d'un modèle discret à un modèle continu. Et donc ils s'inquiètent du fait de savoir si le modèle continu reproduit bien le modèle discret. En gros, si elle est suffisamment grande, ça marche bien. Donc je ne vais pas trop discuter ça. Si vous regardez celle-là, alors ici j'ai alpha, alpha c'est 0,2. Ici j'ai bêta, c'est 1 moins bêta, donc bêta c'est 0,4, donc toutes ces choses-là. Si oméga est très petit, ça part de alpha, ça c'est la phase basse densité, c'est alpha qui fixe la phase basse densité. Si oméga est très grand, ça c'est 0,75, mais si vous prenez k égale 3, ça fait 3 quarts, donc ça doit bien être 0,75. Et puis dans les situations intermédiaires, ça saute comme ça. Donc ça commence comme si oméga était très grand, et là ça saute à une valeur qui est une valeur basse densité. Donc cette fois il y a un front, et cette fois le front est stationnaire. Donc il y a un front stationnaire entre une phase basse densité et une phase haute densité. Haute densité étant quelque chose intermédiaire entre bêta et la valeur de Langmuir. Donc bêta est ici, puis il y a un crossover qui cette fois est mou entre bêta et la valeur de 1 moins bêta et la valeur de Langmuir. Donc voilà ce à quoi je m'attends. Si alpha est très petit, le front est vers la droite. Si alpha est très grand, le front est vers la gauche. Alors, ils ont fait des diagrammes de phase. Il faut le comparer à celui-là. Il y a une phase courant maximale ici qui est cachée par cet encart dans la figure. Vous avez une phase basse densité, une phase haute densité. Ça, c'est alpha, ça, c'est bêta, comme tout à l'heure. Et ce qui se passe, c'est qu'il s'est ouvert ici un gap où il y a un front au milieu, un front stable au milieu. Et dans ce front stable au milieu, vous avez une phase basse densité, haute densité. Ça veut dire un front.
Et cette fois, le front est stable. Et si vous allez à des systèmes très grands, c'est ce que vous voyez sur cette courbe-là, le front, c'est vraiment une discontinuité. Ce que je prétends, c'est que ça, c'est un embouteillage. Quoi qu'il arrive, le flux doit être constant. Ici, la densité est faible, donc la vitesse est grande. Ici, la densité est grande, donc la vitesse est faible. Donc, à l'avant, chez des objets qui ont une grande densité et qui bougent à vitesse faible. À l'arrière, chez des objets qui sont à petite densité et qui bougent à grande vitesse. Ça, c'est exactement la définition d'un embouteillage. Alors, c'est un embouteillage stationnaire. Ça veut dire que l'embouteillage se fait au cours du temps. Mais une fois qu'il est stationnaire, il est comme ça. Et la position de l'embouteillage ne bouge pas parce que j'ai assuré un flux constant entre l'entrée et la sortie. Donc en introduisant un décrochage et un accrochage, j'arrive à créer ce phénomène d'embouteillage. Alors pour finir, je vais vous montrer une expérience qui montre des embouteillages. C'est une expérience qui a été faite à Dresde, dans le laboratoire de Joe Howard et Stefan Dietz, qui sont des gens qui sont très très spécialistes des moteurs moléculaires. L'expérience est ici. Voilà un microtubule, il est accroché sur une surface par des moteurs. Et ce qu'ils font marcher sur ce microtubule, c'est une kinésine qui s'appelle la kinésine 3. La kinésine 3, elle a une propriété, c'est que au bout, elle ne part pas avec un temps K-off, elle part avec une probabilité par unité de temps qui est K-end. Donc elle a tendance à s'arrêter un peu au bout. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir tendance à fixer ce paramètre bêta. Donc ce K-end, c'est l'équivalent du paramètre bêta. Donc après, ce qu'il regarde, c'est comment évolue la densité pour ce système-là. Alors c'est des choses que j'aime pas très bien, c'est des chymographes, j'ai beaucoup de mal à les lire, mais il y a deux choses là-dessus. Ça, c'est l'espace ici, ça, c'est le temps. Et quand vous voyez une droite, 1 sur la vitesse, c'est la pente de la droite. Ça, c'est des trajectoires. Vous avez une vitesse faible ici, la densité est très faible. La densité augmente ici et la vitesse décroît. Ici, vous avez la densité. En noir, c'est des faibles densités. En rouge, c'est des grandes densités. Donc toutes les trajectoires sont à peu près identiques. Vous partez d'ici. Quand on arrive dans la région où c'est dense, la pente augmente, donc la vitesse décroît. Alors, ils ont refait les simulations. Ils expliquent bien dans l'article que c'est le même modèle que celui de Parmigiani, sauf que la condition limite est un peu différente. Donc, ils ont refait toutes les simulations avec les nombres qui sont adoptés à leur modèle. Et si vous regardez la simulation ici, vous avez des trajectoires qui ressemblent à celle-là. Ça, c'est la région de haute densité. Ça, c'est la région de basse densité. Donc, la région de haute densité, au départ, il n'y a pas d'embouteillage. C'est un phénomène qu'on connaît tous. Et puis, on obtient un embouteillage qui a une taille stationnaire, qui est bien ce que nous dit le modèle. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dite, je ne sais pas si je l'ai dite, mais c'est que ici, il y a x égale 0 à x égale 1 dans la phase où il y a des embouteillages. Si alpha est petit, l'embouteillage, il est à x égale 0, c'est-à-dire à x égale 0. 1, c'est comme L. Donc, si alpha est grand, il est à L. Donc, eux, ils distinguent trois phases. L'embouteillage qui est localisé à x égale L, donc qui est localisé au bout, c'est ce qu'il y a par exemple au début ici. Le vrai embouteillage, et puis le cas où il n'y a pas d'embouteillage, où le système est libre. Et puis si on vient ici, c'est le même genre de chymographe, il regarde à des temps différents et il trace la position du bord de l'embouteillage à la densité en fonction du temps. Vous voyez l'embouteillage qui se développe, il est petit, il croît. Et si vous regardez la taille, elle augmente et elle sature avec le temps. Donc avec ce modèle-là, on a un vrai modèle de formation d'embouteillage. L'embouteillage part de 0,
il apparaît au bout, et puis il croît, exactement comme les embouteillages dont on a l'habitude. Je vais m'arrêter là. Ça, ce n'est pas encore tout à fait ce qu'il faut pour les transports de la cellule. Il faut faire ça sur un réseau. Je vous décrirai ça brièvement la prochaine fois. S'il n'y a pas de questions, je m'arrête là, sinon je suis prêt à répondre aux questions. Merci beaucoup.